Oubliez les déclarations diplomatiques creuses. Ce à quoi vous allez assister est la réalité brute et sans phare de la position stratégique de Vladimir Poutine, exposée entièrement par une puissance cinétique mortelle et une contradiction psychologique brutale et calculatrice. Le 14 mai 2026, la Russie a déclenché le plus grand assaut coordonné contre les infrastructures civiles ukrainiennes depuis le début de cette invasion à grande échelle. Une terrifiante vague noire de plus de 1500 drones et 64 missiles de croisière a transformé le ciel nocturne en un véritable brasier. Mais les chiffres ne sont pas la véritable horreur ici. La véritable terreur réside dans ce timing trompeur. Quelques jours auparavant, Moscou a inondé la scène mondiale avec un récit de paix calculé, murmurant faussement qu'ils étaient prêts à négocier. Pourtant, précisément au moment où ce mensonge diplomatique était amplifié, les tirs russes fracassaient violemment les fenêtres des civils à Kiev. Prenez un instant pour assimiler cette contradiction écœurante. Les pourparlers de paix n'étaient qu'un écran de fumée pour un massacre de masse. Un régime qui prétend chercher le dialogue démontre simultanément une capacité destructrice maximale contre des bâtiments résidentiels. Un complexe d'appartements de 9 étages sur la route principale de l'aéroport de Borispil, le point d'entrée des visiteurs internationaux, des diplomates, des yeux du monde. Pas une cible militaire, un quartier civil, un marché, des bus ukrainiens ordinaires, des aires de jeu pour enfants visibles sur les images au niveau de la rue. C'est pas une déduction, c'est un aveu. Le schéma des frappes lui-même révèle ce que Moscou pense réellement de sa propre position. Laissez-moi traduire ce que tout cela signifie en langage clair. Car la formulation occulte ce qui est réellement dit. Vladimir Poutine est pris au piège. Pas métaphoriquement. Stratégiquement, dans une cage qu'il a lui-même construite. L'architecture de son piège est la suivante. La Russie a enregistré une perte nette de territoire pour la première fois depuis 2024. La population carcérale a diminué de 40%. Ces hommes n'ont pas quitté le système volontairement. Ils ont été conscrits pour des assauts frontaux. Le hachoir à viande continue. Les pertes s'accumulent. Effet critique, sa machine de guerre tue encore, mais elle ne convainc plus. Elle ne démontre plus de force. Elle démontre du désespoir. Chaque avancée entraîne désormais 3 conséquences. De nouvelles pertes pour l'armée russe, des sanctions occidentales plus strictes et un isolement plus profond vis-à-vis du système international. Le calcul s'est inversé. Aller de l'avant, c'est avancer vers l'effondrement. Voici le choix impossible auquel Poutine est confronté. S'il continue la guerre, et il le fera en fin de compte, il saigne la Russie à blanc. La main-d'œuvre n'est pas infinie. La capacité économique n'est pas infinie. La base industrielle ne peut soutenir une attrition indéfinie. S'il intensifie la guerre, il risque un danger incontrôlable plus vaste et un effondrement systémique potentiel de toutes les institutions russes. S'il arrête la guerre, il doit expliquer au public russe une montagne de vies perdues, de cadavres et une campagne ratée. S'il négocie, il risque de s'exposer comme étant plus petit que la figure mythologique qu'il s'est construite. Tel est le choix. Aucune des voies n'est propre. Aucune des voies n'est sans coup. Et c'est là que la toile de propagande de Poutine devient sa prison. Pendant des années, il s'est construit une identité narrative. Le restaurateur de la grandeur russe, le challenger de l'unipolarité occidentale, le dirigeant qui plie l'histoire à sa volonté. Cette mythologie ne peut survivre à un règlement négocié qui laisse l'Ukraine indépendante. Elle ne peut survivre à un conflit gelé qui ressemble à une impasse. Elle ne peut survivre à un cessez-le-feu que le monde interprète comme un échec russe. Alors, que fait un rat acculé? Il frappe, il démontre qu'il a encore des dents, il montre au monde, et plus important encore, il montre au public intérieur russe que malgré tout, la machine fonctionne encore, inflige encore des punitions, projette encore de la puissance. Mais voici l'observation critique, cette démonstration est en elle-même une preuve de faiblesse. Un vainqueur confiant n'a pas besoin de terroriser des civils. Une position gagnante n'exige pas une rhétorique de pseudo-paix suivie d'un bombardement maximal. Les tyrans épuisés sont souvent les plus dangereux précisément parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. La stratégie actuelle de la Russie comporte 4 composantes explicites. Premièrement, retarder et intensifier. L'objectif est d'entraîner la guerre dans un nouvel hiver brutal. Juin, juillet, août, saison des combats estivaux. Septembre, octobre, automne. De novembre à mars, hiver. Les frappes sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine ne sont pas tactiques, elles sont stratégiques. Elles visent à briser la résilience ukrainienne par le froid, l'obscurité et la souffrance. Les récentes frappes sur le dépôt de pétrole de Kremenchuk et les sous-stations électriques de l'ouest de l'Ukraine suivent exactement ce schéma. Deuxièmement, militariser la fatigue occidentale. Poutine parie que l'attention américaine va se fragmenter, que la détermination européenne va craquer, que la Hongrie ou d'autres acteurs vont offrir des ouvertures diplomatiques.
Il parie sur l'imprévisibilité de Trump, sur l'équivoque de la Chine, sur la moindre fissure disponible dans la coalition soutenant l'Ukraine. C'est pas de la confiance, c'est du désespoir déguisé en stratégie. Troisièmement, manipuler les circonstances. Les procès de Yermak, la détention du chef de cabinet de Zelensky, les procédures judiciaires en cours, ce ne sont pas des coïncidences. Poutine croit que s'il peut créer suffisamment de chaos interne ukrainien, suffisamment de distraction de l'effort de guerre, il peut forcer la négociation depuis une position de force relative. Il a tort, mais le fait qu'il essaie révèle où se situe sa position réelle. Quatrièmement, et c'est le plus critique, la pseudo-paix militarisée. Une fausse paix, un vocabulaire conçu pour masquer des bombardements intenses. Nous voulons la paix, parlons. Zelensky est invité à Moscou, mais vous comprenez les conditions, capitulation, concession territoriale, l'abandon de la souveraineté de l'Ukraine. Et s'il refuse, alors les frappes continuent, alors les civils brûlent, alors le message est envoyé négocier ou souffrer. Mais relisez cette dernière phrase, ce n'est pas de la négociation, c'est de l'extorsion. Et le monde commence à voir la différence. Voyez, voici ce que signifie réellement une occupation gelée. Les forces russes détiennent un territoire obtenu par l'invasion. Les forces ukrainiennes restent sur des positions défensives, la ligne de front devient statique. Et puis dans le calcul de Moscou, le monde passe à autre chose. L'attention se déplace. Le soutien à l'Ukraine devient routinier plutôt qu'urgent. Et dans cette routine, la pression pour accepter les conditions russes augmente. Un cessez-le-feu utilisé pour terroriser et se regrouper n'est pas la paix. Une pause pour le réarmement russe n'est pas la paix. Les trêves de 3 jours qui ont été proposées ne sont pas des gestes humanitaires, ce sont des périodes de rechargement. La Russie ne peut pas fabriquer de missiles en 3 jours. Mais si elle ne tire pas, elle économise. Elle se prépare. Elle utilise la technologie satellitaire pour cartographier les cibles. Elle charge les drones Shahed à capacité maximale. Elle se repose et recharge. Et lorsque la pause prend fin, les frappes reprennent avec une plus grande intensité. C'est le vocabulaire de la fausse paix. Et il doit être lu pour ce qu'il est. Maintenant, examinons la question des effectifs, car elle révèle la fracture la plus profonde dans la position de Poutine. L'affirmation d'une main-d'œuvre russe infinie a été le fondement de toute sa stratégie. Si la Russie peut absorber des pertes indéfiniment, si la conscription est sans fond, si la population peut soutenir l'attrition, alors le temps joue en faveur de Moscou. En fin de compte, selon cet argument, l'Occident se fatiguera, l'Ukraine s'épuisera et la Russie l'emportera par simple persistance acharnée. Mais les données racontent une autre histoire. La population carcérale russe a diminué de 40%. Ces hommes n'ont pas été graciés, ils ont été envoyés au front. Les campagnes de conscription sont devenues de plus en plus agressives, arrachant des hommes à des régions qui bénéficiaient auparavant d'exemptions. Les chiffres des pertes confirmés par de multiples sources indépendantes montrent des pertes russes qui éclipsent même les estimations d'avant-guerre les plus pessimistes. Selon les renseignements militaires ukrainiens, corroborés par les évaluations de l'OTAN, la Russie subit environ 1200 à 1500 pertes par jour. C'est pas un rythme soutenable pour aucune population, quelle que soit sa taille. Sur une année, cela représente plus de 400 000 pertes de personnel. L'effectif militaire actif total de la Russie est d'environ 1,3 million de personnes. Les mathématiques ne sont pas théoriques, elles sont existentielles. Et voici la conséquence de second ordre qui échappe à la plupart des analystes. La qualité de ces remplaçants décline de manière catastrophique. Au début de l'invasion, la Russie pouvait enrôler des soldats entraînés, du personnel de réserve ayant une expérience militaire, des hommes qui comprenaient la structure de commandement et les tactiques. Maintenant, elle enrôle des hommes avec une formation minimale, une expérience minimale, des hommes arrachés à la vie civile avec quelques semaines de préparation avant le déploiement. L'efficacité de la force se dégrade même si sa taille reste nominalement stable. C'est pourquoi les pertes territoriales commencent non pas parce que l'Ukraine est plus forte, l'Ukraine traverse sa propre crise d'effectifs, mais parce que la qualité des forces russes s'est détériorée en dessous du seuil requis pour maintenir des opérations offensives. Les lignes de front ne se présentent pas bien pour Vladimir Poutine, et chaque haut commandant militaire russe le sait. Alors que fait Poutine? Il accélère la campagne de terreur contre les civils. Il démontre que même si l'armée ne peut pas avancer, l'armée de l'air peut encore frapper, même si les gains territoriaux sont impossibles, il peut toujours infliger des souffrances. Même si la victoire est inatteignable, il peut toujours rendre le coup de la résistance ukrainienne insupportable. Mais voici le piège dans le piège. Cette stratégie ne fonctionne que si l'Ukraine croit qu'elle peut être brisée par la souffrance. Et l'Ukraine a déjà démontré à travers 2 ans de guerre, à travers la survie de Kiev, à travers la reprise de Kharkiv, à travers le maintien du moral des civils malgré tout, qu'elle ne peut pas être brisée par la souffrance.
Les frappes peuvent tuer, elles peuvent blesser, elles peuvent détruire des infrastructures, mais elles ne convainquent pas, et sans conviction, ce ne sont que des atrocités. C'est la distinction qui compte. Sa machine de guerre tue encore, mais elle ne convainc plus. C'est là que réside l'enjeu majeur. C'est le moment où la puissance militaire commence sa transition d'un atout stratégique à un fardeau stratégique. Parce que chaque frappe qui échoue à convaincre devient une preuve d'échec. Chaque bombardement qui ne brise pas la volonté ukrainienne devient la preuve que la stratégie est épuisée. Et c'est là que l'analyse des horloges devient critique. Poutine a de multiples horloges qui tournent simultanément, et elles ne sont pas synchronisées. Premièrement, l'horloge de l'infrastructure énergétique. Le réseau électrique de l'Ukraine a été frappé à plusieurs reprises. La capacité de production a été dégradée, mais l'Ukraine a réparé, reconstruit et diversifié ses sources d'énergie. La Pologne et la Roumanie fournissent des approvisionnements d'urgence. L'UE coordonne une infrastructure de secours. La fenêtre permettant de briser le système énergétique ukrainien par l'attrition est en train de se refermer. À la fin de l'été, lorsque le temps se réchauffe et que la demande de chauffage baisse, les frappes sur le réseau deviennent tactiquement non pertinentes. L'horloge ici tourne jusqu'en octobre environ. C'est la fenêtre de Poutine. Deuxièmement, l'horloge de la tension occidentale. Combien de temps les États-Unis, l'Europe et les autres soutiens maintiendront-ils le niveau d'aide et d'engagement requis pour soutenir la résistance ukrainienne? C'est l'horloge sur laquelle Poutine parie, mais les données ici sont contre-intuitives. Le soutien américain est resté stable à travers les changements d'administration. Le soutien européen a en fait augmenté à mesure que l'évaluation de la menace a changé. Cette horloge est plus longue que Poutine ne le croit. Elle se mesure non pas en mois, mais en années. Troisièmement, l'horloge économique russe. Combien de temps l'économie russe peut-elle soutenir l'effort de guerre? Officiellement, la Russie consacre environ 6% de son PIB aux opérations militaires. Officieusement, les estimations montent jusqu'à 15%. Le rouble s'est affaibli, l'inflation a augmenté, le secteur technologique a été paralysé par les sanctions. Mais la Russie a également fait preuve d'une résilience économique surprenante par la substitution des importations et la réorientation des échanges vers des partenaires non occidentaux. Cette horloge se mesure en années et non en mois, mais elle tourne. Quatrièmement, l'horloge politique interne russe. Combien de temps Poutine peut-il maintenir le soutien intérieur à la guerre? C'est l'horloge qui est la moins analysée, mais c'est peut-être la plus critique. Il n'y a aucune preuve d'un sentiment anti-guerre de masse dans la société russe. Le contrôle de l'information par l'État l'empêche. Mais il y a des preuves de fatigue de la guerre, d'anxiété concernant les pertes parmi l'élite, d'incertitude quant à l'état final. Plus la guerre se prolonge sans progrès clair, plus cette horloge accélère. L'asymétrie ici est d'une clarté profonde. Poutine a de multiples horloges qui arrivent à expiration. L'Ukraine a une horloge principale, l'horloge du soutien international, et cette horloge tourne plus lentement que les horloges internes de Poutine. C'est l'avantage structurel que possède l'Ukraine, non pas en capacité militaire, mais en asymétrie temporelle. Maintenant, parlons des fractures internes au sein de la Russie, car aucun acteur monolithique n'est véritablement monolithique. Le régime de Poutine contient de multiples factions avec des structures de motivation différentes. Premièrement, les Siloviki, l'establishment de la sécurité militaire. Ce sont les hommes qui profitent de l'économie de guerre, qui contrôlent les contrats de défense, qui ont consolidé leur pouvoir à travers le conflit. Ils ont tout intérêt à poursuivre la guerre, mais ils ont aussi la vision la plus claire de la situation militaire. Le décalage entre ce qu'ils savent et ce qu'ils affirment publiquement ne cesse de croître. Deuxièmement, les oligarques et l'élite des affaires. Ils ont été partiellement isolés des marchés occidentaux, mais beaucoup ont trouvé des partenaires commerciaux alternatifs. La guerre leur coûte cher, mais elle n'est pas existentielle. Certains commencent à s'interroger sur la viabilité du conflit, pas publiquement, mais les questions se posent. Troisièmement, les gouverneurs régionaux et les forces de l'ordre. Ils sont responsables de la conscription, du maintien de l'ordre, de la gestion des conséquences sociales de la guerre. À mesure que la conscription devient plus agressive et plus impopulaire, leur position devient plus difficile. La résistance à la conscription dans certaines régions s'accroît. Quatrièmement, l'appareil de propagande. C'est la faction la plus investie dans la mythologie de la force russe et de la victoire inévitable. Ils ne peuvent admettre l'échec sans admettre leur propre inutilité. Ce sont les plus déterminés à poursuivre le récit de la guerre indépendamment de la réalité militaire. Ces factions n'entrent pas ouvertement en conflit, mais les tensions entre elles sont réelles. Un règlement négocié profiterait à certains et en dévasterait d'autres. Une guerre continue profite à certains et en épuise d'autres. Plus le conflit se prolonge, plus ces fractures internes risquent de s'élargir. C'est pourquoi Zelensky continue de dire « maintenez la pression sur Poutine ».
Vous ne pouvez pas relâcher parce que la pression de l'extérieur, les sanctions, l'aide militaire à l'Ukraine, l'isolement diplomatique renforcent les factions internes qui remettent en question la guerre. Elle rend le coût de la poursuite plus visible. Elle rend les contradictions internes plus aiguës. Et c'est pourquoi la réponse de Poutine a été d'accélérer la campagne de terreur civile tout en diffusant simultanément des ouvertures diplomatiques. Les frappes sont pour les Siloviki et l'appareil de propagande. La preuve que la machine de guerre fonctionne encore. La rhétorique de paix est pour tous les autres. Une tentative de montrer qu'il n'est pas l'acteur déraisonnable, qu'il est ouvert à la négociation, que la poursuite de la guerre est le choix de l'Ukraine, pas le sien. Mais le monde lit l'écart entre les mots et les actes. Et dans cet écart, la vérité devient visible. Soyons honnêtes sur ce dont nous sommes réellement témoins. Il ne s'agit pas d'un conflit entre égaux où la négociation et le compromis sont des points d'arrivée naturels. C'est un conflit entre un autocrate qui a engagé son régime dans une guerre de conquête et une démocratie défendant sa souveraineté. Ce ne sont pas des positions symétriques. Elles n'ont pas de solution symétrique. Un autocrate peut négocier l'abandon de territoire parce qu'il contrôle le récit. Il peut dire à sa population qu'il a gagné, qu'il a atteint ses objectifs, que la guerre est finie. La population n'a aucun mécanisme pour le contredire. Une démocratie ne peut pas faire cela. Toute concession territoriale est visible, discutable et soumise au jugement du public. Zelensky ne peut pas négocier l'abandon du territoire ukrainien sans faire face à des conséquences politiques intérieures qui pourraient lui coûter le pouvoir. C'est cette asymétrie qui rend la négociation si difficile. Poutine peut accepter un cessez-le-feu qui ressemble à une victoire russe. Zelensky ne peut pas accepter un cessez-le-feu qui ressemble à une défaite ukrainienne. Les impératifs narratifs sont différents, les coûts politiques sont différents, et les pressions temporelles sont donc différentes. C'est aussi pourquoi la stratégie de pseudo-paix de Poutine est si dangereuse, parce qu'elle crée l'apparence d'un acteur raisonnable ouvert au dialogue, tout en menant simultanément une guerre maximale. Elle brouille les pistes, elle crée un espace pour l'apaisement, elle permet aux acteurs qui veulent croire à la négociation de se convaincre que la paix est possible si seulement l'Ukraine faisait plus de compromis. Mais un compromis sur quoi ? Sur l'idée que l'Ukraine devrait céder des territoires pour arrêter les bombardements, c'est de l'extorsion, pas de la négociation. Sur l'idée que l'Ukraine devrait accepter un conflit gelé qui laisse les forces russes en occupation, c'est une capitulation, pas un règlement. Sur l'idée que l'Ukraine devrait rester militairement faible pour éviter de menacer la Russie, c'est une soumission, pas la paix. La paix n'est pas ce que Poutine appelle la paix. Point final, les discussions sur un règlement doivent être gérées avec une discipline de fer. Parce qu'au moment où l'Ukraine commence à négocier en position de faiblesse, au moment où l'Occident commence à faire pression sur Kiev pour un compromis, au moment où le récit passe d'une victoire ukrainienne à une défaite gérée, c'est à ce moment-là que la stratégie de Poutine réussit. Et voici la dernière pièce de cette analyse, la question de la mythologie. Vladimir Poutine a bâti toute son identité politique sur une mythologie de la force, de l'inévitabilité, de la restauration de la grandeur russe. Cette mythologie ne peut survivre à un règlement négocié qui laisse l'Ukraine indépendante et l'OTAN plus forte. Elle ne peut survivre à un conflit gelé qui ressemble à une impasse. Elle ne peut survivre à un cessez-le-feu que le monde interprète comme un échec russe. Donc Poutine est pris au piège non seulement par la réalité militaire, mais par la mythologie qu'il s'est construite. Il ne peut pas admettre la défaite sans détruire le fondement de sa propre légitimité. Il ne peut pas négocier sans s'exposer comme étant plus petit que le mythe. Il ne peut pas s'arrêter sans expliquer les cadavres et le territoire perdu à une population à qui l'on répète depuis 2 ans que la Russie gagne. C'est le danger de l'autocratie. C'est le danger d'un régime dictatorial. Un dirigeant qui a tout investi dans un récit de victoire inévitable ne peut pas facilement pivoter vers un récit de compromis acceptable. Il est coincé, il a tout misé. Et à mesure que sa position se détériore, son désespoir grandit. Et les autocrates désespérés sont les acteurs les plus dangereux dans les relations internationales parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, sauf le pouvoir. Et ils risqueront tout, l'économie, l'armée, la population, l'ordre international, pour préserver ce pouvoir. C'est ce dont nous sommes témoins en Russie en ce moment. Non pas le comportement d'un vainqueur confiant, non pas le comportement d'un planificateur stratégique, le comportement d'un rat acculé. Un dirigeant qui préfère ruiner l'Ukraine, ruiner la Russie, plutôt que d'admettre un jour qu'il a eu tort. Les frappes du 14 mai n'étaient pas un signe de force, elles étaient un signe de désespoir. Elles étaient la preuve que la stratégie militaire conventionnelle a échoué. Elles étaient la preuve que Poutine est à court d'options et à court de temps. Alors quelle devrait être la réponse ? Zelensky l'a déjà dit clairement. Il y aura une réponse appropriée de l'Ukraine à la Russie. Ils y travaillent avec l'état-major en ce moment même. Mais plus important encore, la réponse de l'Occident doit être tout aussi claire.
Pas d'apaisement, pas de compromis, pas d'accord sordide qui récompense l'agression russe. Le monde ne doit aucune victoire à Vladimir Poutine. L'Ukraine ne doit aucun territoire à Vladimir Poutine. L'Europe ne lui doit aucune obéissance. Et l'histoire ne lui doit pas de fin grandiose. Maintenez la pression. Ne le flattez pas avec la peur. Vous ne pouvez pas faire preuve de peur même après ces frappes massives, ni le sauver avec des compromis qui valident sa stratégie. Car au moment où la pression se relâche, au moment où l'Occident signale qu'il est ouvert aux négociations, au moment où l'on fait pression sur l'Ukraine pour un règlement, c'est à ce moment-là que le calcul de Poutine change. C'est à ce moment-là qu'il croit qu'il peut encore gagner, et c'est à ce moment-là que la guerre devient illimitée. Le seul langage que Poutine comprenne est celui du coût et des conséquences. Tant que le coût de la poursuite de la guerre dépasse les bénéfices, tant que les conséquences de l'agression sont réelles et soutenues, tant que la pression ne se relâche pas, Poutine reste pris au piège. Et dans ce piège, l'Ukraine a du temps. L'Ukraine a de l'espace. L'Ukraine a la possibilité de la victoire. Au moment où la pression se relâche, cela change. Au moment où le monde signale qu'il est fatigué, qu'il veut un accord, qu'il est ouvert aux conditions russes, c'est à ce moment-là que Poutine se libère du piège et que la guerre entre dans une nouvelle phase, une phase où le désespoir russe n'est plus une contrainte mais une arme. C'est le moment où nous trouvons, c'est le choix qui s'offre au monde, maintenir la pression ou permettre à Poutine d'échapper au piège qu'il a lui-même creusé. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de position de compromis. Il n'y a que la pression ou le relâchement, la victoire ou la défaite, l'indépendance de l'Ukraine ou la domination de la Russie. Les frappes du 14 mai n'étaient pas la fin de cette histoire, elles en étaient le milieu. Elles étaient la preuve que Poutine est acculé et les rats acculés se battent plus fort. La prochaine phase de cette guerre sera déterminée non pas par ce que fait Poutine, il a déjà abattu ses cartes, mais par la question de savoir si le monde maintient la pression ou lui permet de s'échapper. Laissez votre analyse dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que Poutine peut soutenir ce niveau d'escalade? Oui. L'économie russe peut-elle continuer à soutenir l'effort de guerre indéfiniment? Nous lisons chaque commentaire. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Merci d'avoir regardé.